Salut à toi, camarade Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la cave à skiff. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo d'initiation à Warcry version 2. Alors, l'objectif, c'est pas forcément d'aller lire toutes les règles, mais simplement, je vais essayer de vous proposer une base complète pour pouvoir jouer avec un pote assez rapidement. Comme on va parler surtout de la base de jeu, il est évident que cette vidéo, elle s'adresse plus à des débutants ou des gens qui n'ont pas encore testé le jeu et qui sont intéressés. Et si vous êtes un joueur aguerri, restez quand même et regardez la vidéo, on sait jamais, peut-être que vous pourriez apprendre quelque chose. C'est parti! Warcry, c'est quoi? Warcry, c'est un wargame qui est typé escarmouche. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une centaine de figurines devant nous sur un immense plateau de jeu, on va plutôt jouer avec des bandes de dizaines de figurines. Donc chaque joueur va avoir une dizaine de figurines qui vont s'affronter sur un terrain de jeu un peu plus petit et qui se veut plus immersif. Warcry se situe dans l'univers d'Age of Sigmar, un univers typé High Fantasy développé par Games Workshop, c'est l'éditeur du jeu. À Warcry, donc, on va pouvoir voir s'affronter des elfes, des nains, des gobelins et tout un tas d'autres factions plus ou moins originales développées par l'éditeur lui-même. Une partie de Warcry, c'est assez rapide, ça se joue environ en 1h30 quand on connaît bien les règles. Peut-être 2h, 2h30 quand on découvre. C'est un jeu qui se veut assez nerveux, assez rapide. On n'a qu'une dizaine de figurines, comme je vous le disais, parfois moins, parfois un peu plus. On verra qu'on est quand même assez limité et contraint dans la construction de nos listes. Donc c'est un jeu qui se joue rapidement. Pas non plus un jeu apéro, mais on peut caler une ou deux parties facilement dans une après-midi. Ok, alors comment on aborde le jeu? Quels sont les premiers achats qui sont utiles pour pouvoir commencer à jouer à Warcry finalement? Ce qu'il vous faut dans un premier temps, c'est un ou une pote, parce que c'est difficile de jouer tout seul. Je pense que c'est possible, mais ça reste difficile. C'est plus sympa en plus de jouer avec un ami. Il va vous falloir donc deux bandes de figurines, une bande chacun, afin de pouvoir s'affronter. Il vous faut un plateau de jeu à la bonne dimension, du terrain, et il vous faut quelques dés, de quoi prendre des mesures. Généralement, les mesures se prennent en pouces, qui est l'unité anglo-saxonne. Et avec tout ça, vous avez a priori tout ce qu'il vous faut. Il faut maintenant apprendre à jouer à Warcry, mais ça tombe bien, on est là pour ça. Le plus simple pour commencer à jouer à Warcry, c'est la boîte de démarrage. Une boîte comme celle-ci par exemple, on ne montrera que le pote dedans. Dans une boîte comme celle-ci, vous avez deux bandes, vous avez de quoi mesurer, vous avez du terrain, vous avez un plateau. Et donc à peu près tout ce qu'il faut. Ce qui est pas mal, c'est que pour une fois, dans ce genre de boîte de démarrage, c'est qu'il n'y a pas de frustration liée au nombre de figurines. C'est-à-dire qu'il arrive parfois qu'on achète une boîte et on se dit bon ben on a quelques points mais pas assez pour faire une énorme armée. On est un peu frustré. Non, là il y a vraiment deux bandes complètes. Elles sont, enfin en tout cas les boîtes que j'ai pu acheter moi, les bandes étaient jouables tout de suite. Il y a assez peu d'options, ce qui est à la fois un défaut et un inconvénient parce qu'on se pose pas trop de questions. Du coup on monte nos bandes, on les peint, on les joue, c'est facile. On a vraiment tout le matériel dans ce genre de boîte de démarrage. C'est vraiment le plus simple selon moi. On peut aussi se dire que financièrement c'est un peu complexe d'acheter une grosse boîte parce que c'est quand même 150 et 200 € de mémoire selon les boîtes. Donc on peut se dire c'est trop cher et j'ai déjà des figurines, j'ai pas envie de m'acheter une nouvelle boîte. Alors, ce qui se passe c'est que si on a déjà des figurines dans l'univers d'Age of Sigmar, c'est jouable, tout est jouable, toutes les factions sont jouables. Il suffit donc de vous procurer d'une façon ou d'une autre du décor. Vous avez les décors de la gamme Games Workshop. Vous avez des décors d'autres gammes, vous pouvez vous en imprimer, vous pouvez en faire imprimer, et vous pouvez aussi vous en bricoler. Par exemple, moi je sais que j'ai des décors bricolés en polystyrène extrudé et que ça marche très très bien. Vous ajoutez à ça des bandes, par exemple vous pouvez acheter ce genre de bande là, je vais vous la présenter tout à l'heure. Donc Games Workshop vend des bandes directement construites. Tout ce que vous avez à faire ensuite c'est monter vos figurines, les peindre, les jouer. Ok, on a réuni tout ce qu'il fallait pour jouer à Warcry. Maintenant, comment est-ce qu'on joue à ce jeu? On va d'abord commencer par parler des profils des combattants. Avant de commencer à jouer, il est quand même assez utile de savoir lire les informations sur les cartes des combattants. Il figure une valeur de mouvement, c'est-à-dire la rapidité de la figurine à se mouvoir sur le plateau du jeu. Une valeur d'endurance, c'est la capacité qu'a votre combattant à encaisser les coups. Un nombre de points de vie, lié à l'endurance, on veut dire que c'est sa capacité à rester en vie le plus longtemps possible. Et une valeur en points, une bande entière en contient 1000 de points. Chaque figurine a un coût différent en fonction de sa valeur martiale et tactique. Vous avez donc par exemple
je dis une bêtise, mais un petit grotte qui va valoir peut-être 50 points, quand un fier guerrier Stormcast va en valoir 200, peut-être plus. Il va y avoir aussi sur la carte des profils d'armes, donc qu'elles soient de corps à corps ou dites de projectiles, c'est-à-dire des armes à distance. On aura à peu près la même présentation. Il y aura peut-être juste quelques petites icônes qui changeront. Et enfin sur la carte donc des runes. Les runes en fait ce sont des espèces de pointeurs, appelons-le comme ça, qui vont vous indiquer en fait quelle capacité, aptitude et le combattant est éligible. Maintenant qu'on sait lire les cartes, on va passer du coup à la première phase du jeu en tant que telle, la phase d'initiative. La phase d'initiative, c'est une phase importante, puisque chaque tour d'une partie en fait va commencer par cette phase-là. Ce qui va se passer pendant cette phase, c'est que chacun des joueurs va prendre 6 dés et va les jeter. On va ensuite regarder les combinaisons sur ces dés-là, et ça va nous permettre d'avoir plein d'informations. La première information, c'est que le joueur qui a le plus de simples, c'est-à-dire le plus de dés sans double ou sans triple, dans sa combinaison de 6, donc le joueur qui a le plus de simples, est dit joueur ayant l'initiative. C'est-à-dire que ce joueur-là va pouvoir parler en premier et décider ce qu'il va faire de ses dés jokers. Puisqu'à chaque début de tour, le système de jeu nous gratifie d'un dé joker qui va pouvoir être utilisé comme bon nous semble dans les combinaisons de dés sur la phase d'initiative. Donc, le joueur qui a le plus de simples là tout de suite, il utilise son ou ses dés jokers, puisque chaque dé joker est utilisable, ou on peut le stocker pour le tour suivant. Le joueur qui a l'initiative utilise donc ses dés jokers. Un dé joker peut être utilisé dans n'importe quelle combinaison, mais on ne peut pas utiliser plus d'un dé joker par combinaison. De fait, si on a un double 2 par exemple, on peut utiliser un joker pour en faire un triple 2, mais on ne peut pas utiliser 2 jokers pour en faire un quadruple 2. Ça, c'est interdit. Une fois que le joueur qui a l'initiative a fini de parler par rapport à ses combinaisons, il passe la main à son adversaire qui en fait de même. Il va pouvoir à son tour utiliser les dés jokers, pouvoir faire des combinaisons de double, de triple, ou bien stocker ses jokers pour le tour suivant. À ce moment-là, on regarde à nouveau qui a le plus grand nombre de simples, et c'est définitivement ce joueur-là qui aura l'initiative sur ce tour-là. Le gain d'initiative peut être très important, puisque c'est le joueur qui a l'initiative qui va pouvoir commencer à activer son ou sa combattante en premier. Parfois, c'est pas utile, parfois c'est très important, c'est selon. Une fois qu'on a fini de jeter les dés pour la phase d'initiative, on va pouvoir commencer le jeu en tant que tel, pour de vrai, on va pouvoir bouger nos pitous, on va pouvoir activer nos combattants. Alors, activer un combattant, c'est très simple. On choisit un combattant sur le terrain qui n'a pas déjà été activé ce tour-ci, et on va lui allouer ce qu'on appelle 2 actions. Donc concrètement, notre guerrier va pouvoir faire 2 choses sur son tour. D'accord? Quelles sont les actions qui sont disponibles? On a l'action de mouvement. Simplement, notre guerrier marche ou court. S'il fait par exemple 2 actions de mouvement consécutives, on peut dire qu'il court. On va avoir notre action de combat, qu'elle soit à distance ou en étant au corps à corps. On regardera ainsi la bonne arme. Il y a aussi l'action de désengagement. Alors celle-ci est un peu particulière dans le sens où c'est un mouvement, une sorte de mouvement. C'est une vraie action, hein, attention, pas confondre avec l'action de mouvement. Mais en gros, on va pouvoir déplacer notre figurine de 3 pouces, de jusqu'à 3 pouces, afin de se sortir d'un combat au corps à corps. Et enfin, il y a une dernière action qui s'appelle l'attente. L'attente, c'est une action un peu subtile, dans le sens où, certes, notre guerrier ne fait rien, mais en fonction du moment où c'est joué, ça va avoir un effet différent. Alors du coup, pour être tout à fait clair, je vais revenir sur chacune des actions et vraiment indiquer le maximum de règles et de contraintes. Et on va commencer par le mouvement. Le mouvement, c'est hyper simple. Le mouvement, c'est hyper simple. On prend son guerrier, on prend son outil de mesure en pouces, on regarde la carte de profil, quel mouvement est autorisé, c'est la maximale, la valeur maximale. Par exemple, si mon guerrier bouge de 4 pouces, eh bien, je prends une mesure de 4 pouces et c'est le maximum vers lequel je peux courir. Des contraintes liées au terrain, mais je vais en parler un tout petit peu plus tard, même si j'aborderai pas tout. Donc c'est très simple, prenez votre mètre, vous mesurez et vous bougez. Le désengagement, c'est comme un mouvement mais limité à 3 pouces et il faut se sortir de toute zone d'engagement ennemie. Donc s'éloigner à plus de 1 pas de tout ennemi, c'est une contrainte, sinon vous ne pouvez pas faire de désengagement, vous êtes obligé de vous défendre, de faire autre chose. Enfin, la plus intéressante, le combat, parce que vos guerriers ne sont pas là pour ramasser les champignons, sauf peut-être quelques gobelins,
Non, vos guerriers veulent se battre et veulent taper sur leurs ennemis pour les dessouder. C'est important. Donc sur la carte profil, on se rappelle qu'on avait défini le bloc indiquant les armes. Sur ce bloc-là, on définit toutes les informations utiles pour pouvoir lire l'arme. C'est-à-dire qu'on va avoir le type d'arme. Est-ce que c'est une arme à distance, un projectile, ou bien une arme de corps à corps, un fléau, une épée, une dague, un gourdin, un arc. On va avoir la portée de l'arme, en pouces toujours. Hein. Quelle est la distance maximale à laquelle l'arme peut être utilisée? Bon, parfois, on va avoir une double valeur. Par exemple, un lance-flamme. Enfin, si on peut appeler ça un lance-flamme dans cet univers, mais il peut y avoir des armes qui crachent des flammes acides, des choses comme ça, ou même des sorts, des sortilèges. On va avoir un petit 3-12, c'est-à-dire que l'arme n'est éligible à être utilisée qu'entre ces deux portées-là. C'est-à-dire il faut que, au minimum, la cible soit à 3 pouces, au maximum à 12. Voilà, ça vous définit une espèce de range. Si vous êtes à 2 pouces, vous ne pouvez pas utiliser cette arme de projectile-là, par exemple. Vous avez ensuite le nombre d'attaques, c'est simplement le nombre de dés que vous allez pouvoir jeter. Vous avez la force de l'arme ensuite, donc il faudra comparer cette donnée, la force de l'arme, avec l'endurance de la cible. Ça vous dira en fait quelle est la valeur à obtenir sur le jet de dés pour pouvoir blesser et enlever des points de vie. Vous avez ensuite les valeurs de blessure. Alors ça c'est également important, c'est présenté sous la forme de 2 chiffres. Vous avez par exemple un 1/4. Le premier chiffre présente une valeur de blessure dite normale. Le second chiffre, une valeur de blessure dite critique. C'est-à-dire que lorsque vous jetez les dés pour enlever des PV ou faire des blessures, si vous faites des 6, vous obtenez ce qui s'appelle un jet critique. Et sur un 6, du coup, on applique le deuxième chiffre en termes de points de vie à retirer sur la cible. Donc ce qui se passe, comment on fait pour faire combattre une figurine? C'est très simple. On prend l'arme qu'on veut utiliser, on vérifie la portée, on regarde la force de l'arme et on la compare avec l'endurance de la victime. Si la force est strictement supérieure, il vous faudra un 3+ sur le dé pour pouvoir faire une blessure. Si la force est égale à l'endurance, il vous faudra un 4+. Enfin, si la force est inférieure à l'endurance, il vous faudra donc un 5+. Pour rappel, les 6 sont toujours des critiques. Donc vous prenez le nombre de dés, et exemple, je ne sais pas, par exemple j'ai une arme qui me permet de jeter 3 dés, je suis force 4, ma cible est endurance 4, je vais prendre 3 dés, et sur chaque 4+, je vais pouvoir allouer le nombre de dégâts non critiques qui est défini sur l'arme. Si je fais des 6, j'ai de la chance, je vais pouvoir blesser plus fortement. Ensuite, nous avons l'action d'attente. Donc, pareil, là, j'en ai un peu déjà parlé. Je vais revenir très rapidement dessus. Donc, l'action d'attente, si vous la claquez en deuxième action, eh bien, ça crame votre slot d'action de votre guerrier. Donc, votre guerrier est complètement activé, c'est très bien. Si vous décidez de faire une attente dès la première action, en fait, on met de côté la deuxième action pour soit la fin du tour, on pourrait refaire un mouvement ou bien une attaque ou une autre attente si vous avez vraiment rien à faire, ou un désengagement si c'est tactiquement intéressant, ou bien une réaction plus tard. Voilà. Donc l'attente est quelque chose quand même d'assez subtil d'un point de vue tactique, ça peut être intéressant. Alors là, on a vu les actions de base, très bien. On a vu comment votre guerrier pouvait se battre, bouger, attendre éventuellement sur le terrain de jeu, très bien. Mais ce qui fait le sel de votre bande, ce sont ses aptitudes. Et ce sont vos aptitudes qui sont définies directement en fait dans, comme je disais tout à l'heure, sur votre carte de bande. En fait, vous allez avoir pour chaque bande ou pour chaque faction un ensemble de règles et qui vont définir en fait vos aptitudes. On se rappelle que chaque aptitude est liée à une icône qui est reliée à un combattant pour pouvoir en permettre l'éligibilité. Bon, alors en plus de vos 2 actions de base, ce qui se passe, c'est que votre guerrier va pouvoir utiliser les aptitudes. Et comment ça marche? Chaque aptitude est présentée avec son icône, mais aussi avec un double, ou un triple, ou un quadruple. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser les dés que vous avez eu lors de votre phase d'initiative, en tout cas les combinaisons de double, triple et quadruple, voire plus, et vous allez pouvoir les utiliser pour déclencher les aptitudes. Alors ce qui est bien au niveau des aptitudes, c'est qu'à partir du moment où vous avez la bonne icône, vous avez la bonne combinaison de dés que vous avez tiré lors de votre phase d'initiative, eh bien vous pouvez l'utiliser. On peut utiliser une aptitude avant la première action, entre les 2 actions, ou à la fin de la deuxième action. En gros, on utilise son aptitude un peu n'importe quand. Notez qu'une aptitude qui demande un double peut être utilisée avec une combinaison quadruple. Si vous avez fait, je ne sais pas, un double 2 et un quadruple 4, vous avez déjà cramé votre double pour une autre aptitude plutôt dans votre tour pour un autre guerrier. Il vous reste donc juste votre quadruple 4, mais vous avez encore besoin d'un double. Vous pouvez cramer votre quadruple
Pour un double, en revanche, vous devez défausser tous les dés de cette combinaison d'un seul coup, même si vous utilisez qu'un double. Comme je l'ai déjà dit, chaque bande possède ses propres aptitudes, très bien, mais il y en a quelques-unes qui sont universelles, qui sont définies dans le bouquin. Éventuellement, je vous donnerai la page directement dans la description. Ok, alors on a vu les actions, on a vu les aptitudes. En V2, Warcry a rajouté le système des réactions. Les réactions, c'est comme une action, mais pendant le tour adverse. Mais vous êtes quand même limité. Disons que vous n'allez pas pouvoir faire de mouvements ou de choses comme ça. Mais, par exemple, vous allez pouvoir dire « Je suis pris pour cible par un Stormcast qui veut me découper à la hache, il est au corps à corps. Très bien, j'ai une endurance suffisante pour espérer ne pas être blessé trop facilement. Il va me blesser par exemple sur du 4, avec 3D. Eh bien, je vais pouvoir claquer une réaction, parce que je n'ai pas encore été activé avec ce combattant. Je vais pouvoir claquer une réaction qui s'appelle Riposte, et qui va dire que pour chacun de ces échecs-là, il va prendre des dégâts, tout simplement. Et en plus, pour chaque 1 qu'il fera, il prendra 2 dégâts. Tout comme pour les aptitudes, chaque bande amène sa propre réaction. Donc il y a les réactions universelles qui sont définies dans le bouquin de règles, celles-là elles sont accessibles à tout le monde. Et en plus, on a une réaction par bande. Qu'est-ce qu'un wargame sans terrain? À Warcry, on joue sur un petit plateau. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir plein de terrain et c'est un peu plus immersif. Le plateau doit mesurer 22 pouces sur 30. Alors, je vais pas décrire l'ensemble des décors dans cette vidéo, sinon on en a pour 100 ans. Non, je vais vous décrire les plus simples en fait, et ceux qui sont vraiment utilisés et joués tout le temps, enfin en tout cas de mon point de vue. On va avoir les obstacles et les plateformes. Les obstacles, ce sont les décors qui font plus de 1 de haut. Par exemple, ce petit machin-là fait plus de 1 de haut, c'est un obstacle. C'est-à-dire que pour passer par-dessus, la figurine doit l'escalader en fait. Hein, on va compter son mouvement d'escalade pour ensuite passer de l'autre côté. L'obstacle en plus fournit du couvert. Si vous êtes derrière ou que pas très loin, en fait, vous allez un couvert. Je vais vous en reparler tout à l'heure de la règle du couvert. Vous allez avoir ce qu'on appelle les plateformes. Alors les plateformes, ce sont des endroits juchés en hauteur. On voit bien qu'ici on a quand même une belle hauteur. On va pouvoir poser l'entièreté de son socle, au moins faire en sorte que la figurine tienne correctement, même si le socle dépasse, ce n'est pas grave. On regarde le centre à ce moment-là. Et c'est cool puisque la figurine est en hauteur et donc du coup elle va gagner un couvert pour les figurines qui vont lui tirer par le bas, celles qui seront encore sur le sol du plateau, avec éventuellement une possibilité de chute. À Warcry, on ne traverse pas les décors comme on pourrait le faire dans d'autres wargames, je pense à 40K notamment. On ne traverse pas les murs. On est obligé soit de les contourner, soit il y a une porte qu'on peut ouvrir éventuellement et puis bon bah on passe, mais on passe pas à travers une fenêtre comme on veut. Alors je vous parlais de couvert, du coup le couvert est intéressant dans le sens où il permet d'obtenir plus 1 à son endurance lorsqu'on se fait tirer dessus depuis une arme à projectile. C'est-à-dire que vous avez par exemple un archer-idonette qui vous tire dessus, eh bien si vous êtes à couvert, vous allez avoir plus 1 en endurance. Il peut dramatiquement changer en fait la stat sur son jet de dés à lui. Il peut se retrouver par exemple au lieu de blesser sur 4+, à blesser sur un 5+. Donc c'est très intéressant. Comment on obtient le couvert? Donc comme je l'ai dit, en étant juché sur une plateforme et en étant pris pour cible par quelqu'un qui est en contrebas, ou alors en étant derrière un obstacle. Alors pour ça, la règle c'est on va tracer une ligne et si une des lignes passe par l'obstacle en question, on va obtenir le couvert. Bien, on a vu donc qu'on pouvait faire des actions, qu'on avait des aptitudes, qu'on avait éventuellement des réactions pour réagir aux actions adverses avant qu'on se fasse tuer tout simplement. On a vu qu'on avait des super décors sur un super plateau, très bien, on a 2 super bandes. Comment est-ce qu'on joue une partie à Warcry? On a les scénarios de bataille. Alors, là aussi, je vais pas vous parler de ce qui se passe en tournoi, je connais pas tout simplement. En tout cas, ce qui est prévu dans les règles et ce qui est possible, c'est la génération en fait un peu aléatoire d'un scénario de bataille. C'est-à-dire que dans une boîte de démarrage, même dans le livre de règles, vous allez avoir un ensemble de cartes. Vous allez avoir un ensemble de cartes pour le déploiement. Vous allez piocher une carte, vous allez avoir un déploiement vous indiquant où vous mettre chaque groupe de combattants, comment vous vous installez en fait. Vous allez pouvoir avoir une carte qui va vous définir une condition de victoire, comment gagner la partie. Ça peut être tenir des objectifs, ça peut être récupérer une relique, ça peut être simplement un combat à mort où chaque combattant donne des points à l'adversaire. Plein de choses définies par l'éditeur. Et enfin, vous allez avoir une 3e carte qui s'appelle la péripétie, qui va rajouter un petit peu de sel
par exemple il pleut et aucun combattant ne peut se voir à plus de 6. Vous avez en plus une 4e carte, mais que moi personnellement je ne joue jamais, puisqu'elle impose du coup d'avoir le terrain de la boîte de démarrage chaque fois. C'est en gros, on vous indique comment placer votre terrain. Bon, pourquoi pas. Donc pour jouer une partie de Warcry, on pioche ces 3 cartes là, et puis on a notre scénario complet. D'ailleurs, je vous parle depuis tout à l'heure de scénario de bataille, mais il faut savoir que avant de commencer la bataille, on n'en a pas parlé, il faut découper sa bande en 3 groupes, qui s'appellent le bouclier, la dague et le marteau. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle maintenant, puisque ce bouclier, dague et marteau sont indiqués sur la carte de déploiement. Les groupes dague, bouclier et marteau doivent être définis de la façon la plus équitable possible. Vous avez une bande de 9 guerriers, c'est très bien, vous en mettez 3 par groupe. Vous êtes obligé. Vous pouvez pas faire un groupe de 2, un groupe de 4, un groupe de 1. Ça ne marche pas, et de toute façon, ça ne fait pas 9. Ce que je veux dire, blague à part, c'est que vous devez vraiment maximiser l'équitabilité en fait de chacun de vos groupes. Si vous avez 8 combattants, vous devez faire 2 groupes de 3, un groupe de 2. Une fois que vous avez défini en fait ce scénario-là avec votre pote, que vous avez placé le terrain, c'est parti pour la phase d'initiative. Vous prenez vos dés et c'est parti. Je vous parle d'une dernière chose avant de vous présenter une démo du jeu. Une chose qui peut être importante ou pas d'ailleurs sur les premiers pas. Comment est-ce qu'on construit sa bande? Alors, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, vous avez 2 façons de la faire. Vous pouvez soit acheter votre petite boîte, vous montez les figurines, vous les peignez, vous les jouez, c'est facile, il n'y a pas trop à réfléchir, très bien. C'est généralement en plus le meilleur choix pour commencer puisque c'est très équilibré. C'est plus sympa. Bon. Maintenant, si vous avez des figurines qui viennent d'AOS, par exemple du Zench ou bien du Lidonet, là il va falloir construire votre liste. Ce qui est pas mal, c'est que sur Warhammer Community, et je vous mettrai un lien dans la description, vous avez un builder qui vous permet de valider en fait vos choses. Vous mettez vos guerriers au fur et à mesure, vous allez jusqu'à 1000 points, et il vous dit c'est valide, c'est pas valide. Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction d'une liste à Warcry est très simple. Vous êtes limité à 1000 points. Bon, hors contexte particulier, disons que vous êtes limité à 1000 points. Il va vous falloir dans votre bande entre 3 et 15 guerriers. Ni plus, ni moins. D'accord ? 1000 points, chaque guerrier vaut ses coups, donc vous ajoutez. Vous allez devoir... la première figurine que vous allez rajouter, c'est votre leader. Votre leader, c'est un héros. Les héros sont identifiés avec une rune particulière. Vous vous souvenez, sur la carte profil, les runes, le héros, c'est une espèce de petit crâne entouré d'un espèce de halo avec des petits pics. Voilà, donc ça, c'est votre leader. Les autres figurines avec ce genre de runes-là sont des héros, champions, ce que vous voulez, votre élite. Vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 3 dans votre liste, et leader compris. D'accord? Donc ça, c'est 3 figurines comme ça maximum. Et ensuite, bah, vous mettez vos guerriers, donc jusqu'à 15, c'est maximum. Vous pouvez avoir 13 grottes et 2 héros gobelins, par exemple. Ça marche très bien. Il y a aussi, en plus de ça, une possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des alliés et des monstres. Je ne vais pas forcément l'aborder ici, mais sachez que par exemple, une bande de gobelins pourrait très bien jouer avec une énorme Arachnarok. Vous savez, la grosse araignée là sur le socle gigantesque 160 mm. Ça c'est possible, ça vaut 300 points d'ailleurs, Arachnarok. 300, 340, 350, quelque chose là. Bon, ça vous prend quand même un sacré budget sur votre liste, mais c'est possible, c'est jouable. Bien, vous l'attendez tous, puisque de toute façon, une image vaut plus que 1000 mots, et je pense qu'on est très largement arrivé à plus de 1000 mots sur cette présentation. Je vais donc vous faire une petite démo en solo de ce jeu-là. C'est l'heure de la démo. Alors, pour cette démo, je vous ai concocté deux moitiés de bandes. Donc sur la droite, on aura une petite bande d'Idonettes constituée d'un Akkadian King et de 2 archers Idonettes, les Rivers. Et sur la gauche, on aura donc une demi-bande d'Askurgan Trueblaze avec l'exemplaire, un des héros, j'ai plus le nom, et 2 hommes de main basiques, j'ai plus le nom non plus. Ok, alors, donc, comme on l'a dit, un tour de jeu sur Warcry. On commence par la phase d'initiative. Donc on va commencer avec les dés rouges pour les Idonettes. D'accord, donc on a un quadruple 1. Continuer sur les bons jets de dés dignes de moi-même. Et côté Askurgan, on y va chez l'initiative. Hop, c'est mieux côté Askurgan. On a un double 3 et 4 simples. Donc,
puisque les Askurgan ont plus de simples, c'est eux qui parlent en ce qui concerne l'utilisation de leur premier dé de joker. Donc là, on peut soit se faire un double, c'est ce qu'on va se faire d'ailleurs, soit augmenter le double 3 en triple, soit rajouter un simple. Bon, on a déjà 4 simples, c'est pas vraiment utile. Donc on va se faire un double 6. Ainsi, on aura donc une paire de doubles et 3 simples. Côté idonette, donc, on peut maintenant parler. On est bien avec notre quadruple, on peut le jouer en double, hein, c'est pas un problème. On peut le jouer aussi en triple. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on est à peu près sûr de ne pas récupérer l'initiative, puisque même si on utilisait notre dé joker pour en faire un simple, c'est possible. Mais dans ce cas-là, on aurait autant de simples que notre adversaire, mais dans ce cas de figure-là, on fait un jet de dés, celui qui a le meilleur résultat obtient l'initiative. C'est donc une espèce de combat de dés, un gamble quoi. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va faire un double. Voilà. Donc, dans cette configuration-là, c'est l'Askurgan Troublad qui a l'initiative, puisqu'il y a 3 simples contre un seul côté idonette. Donc on va choisir un premier guerrier côté des vampires à activer. Pour la première activation des vampires, on va commencer à activer ce petit monsieur-là, qui est un homme de main classique. En première action, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mouvement, donc un petit mouvement de 5. Donc on va faire un mouvement de 5, on rapproche la mesure jusqu'à 5, ça nous fait arriver par là. Je vais faire un petit peu, pas très précis, parce que j'ai la caméra aussi à tenir. Et il se trouve du coup qu'on est à portée, puisque son arme à lui, ce sont l'espèce de cordes, les arrache-gorges, je crois que ça s'appelle en français. Des espèces de fléaux, donc, qui ont portée 3, ils font 3 attaques de force 4, ils infligent 1 dégât en normal et 4 dégâts en critique. C'est pas mal. La portée 3, du coup, on y est, c'est bon, donc on peut utiliser notre arme pour taper. Donc en deuxième action, on va faire une action de combat, et on va donc taper sur notre ami idonette. On indique que notre arme était force 4. Notre ami idonette, il est endurance 3. D'accord? Donc force 3, 4 sur endurance 3. On va donc prendre 3 dés. Ce sera les dés noirs. Force 4 sur endurance 3. L'endurance est meilleure que la force, strictement meilleure que la force. C'est donc sur du 3+. C'est parti. On fait donc 2 échecs. Notez que je n'ai pas fait de réaction côté idonette. On fait donc 2 échecs. Donc ceux-là ne font rien, puisque je n'ai pas fait 3+. En revanche, on a un superbe 6. Qu'est-ce qui se passe sur le 6? On applique donc la valeur du dégât critique qui est notée ici. L'archer idonette a perdu 4 points de vie. On le note. Une fois qu'on a noté nos blessures, ici 4, je mets un dé, on peut mettre un token, on peut mettre ce qu'on veut, tant que c'est clair pour tout le monde et que c'est logique dans la partie, c'est parfait. C'est au tour du joueur idonette de s'activer. N'oublie pas ici de mettre un token pour signifier que ce combattant-là a utilisé ces 2 actions. C'est au tour des idonettes de s'activer. Ce qui se passe, c'est qu'on va activer cet archer-là. Il va essayer d'aller venger son petit copain qui a été agressé. On va faire un premier mouvement pour se rapprocher et venir éventuellement prendre position. Et puis on va faire un simple tir. Les idonettes bougent de... Enfin, les archers en tout cas bougent de 5. C'est noté 6, pardon, c'est noté ici. Donc on va pouvoir bouger simplement de 6. On mesure. Si on bouge jusqu'à 1, on arrive par là, et après on peut bouger par 5. Ce qui se passe, je ne vais pas forcément utiliser tout mon mouvement. Je vais juste me mettre ici, et puis décocher des flèches. L'arc est noté sur le profil du Namarty River. C'est donc un arc qui tire entre 3 et 15, donc au-dessus de 3, mais en dessous de 15. Il tire 2 fois de force 3. Il fera 1 dégât en dégât normal, et 3 dégâts en dégât critique. Force 3. L'adversaire a une endurance de 3. On va donc prendre 2 dés et il faut obtenir du 4 ou plus pour espérer blesser. J'obtiens un 4 et un 3. Le 3 est un échec, ne fait rien. Le 4 inflige 1 point de vie. Ce combattant-là a donc perdu 1 point de vie. Il lui en reste 11. Il en a 12. Il en perd 1. Il en reste 11. Le combattant idonette est complètement activé. On lui rajoute un petit token. On enchaîne à nouveau avec le tour des vampires, puisque l'idonette a fini son activation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ici, avec cet homme de main-là, se déplacer vers l'arbre
et attendre. Donc, en première action, on se déplace, de jusqu'à 5, on peut largement aller jusqu'en dessous de l'arbre, en dessous de la plateforme ici. Hop. Et en deuxième action, on attend. L'action d'attente en deuxième action indique que les actions sont terminées, le guerrier ne pourra plus rien faire durant ce tour-là. Il est activé. Au tour des Inodettes maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser notre gros pépère ici. Le gros Akhelian King ici présent va tout simplement essayer d'aller agresser le chef adverse. Parce que ce petit monsieur-là bouge de 10, ce qui est très costaud. Alors même si... Alors je sais pas s'il faut qu'il escalade lui je ne sais pas s'il a des règles de vol. Bon, on va dire que non. Faudrait que j'aille le vérifier. Bon. Et de toute façon, 10, même en escaladant ici, il fait 1, ça fait 3, 4, et puis derrière 6, on arrive largement au contact. Donc on va faire une première action de mouvement. On va emmener ce petit monsieur-là au contact. Voilà, paf, il a perdu son épée en passant. Merci les aimants. Hop, on remet. Très bien. Et en deuxième action, eh bien, il va essayer de tataner le vampire ici présent. Alors c'est parti, comme d'habitude, on regarde le profil. Quel est son profil d'armes à l'Akhelian King? Eh bien, il va pouvoir taper à portée 2. D'ailleurs, du coup, on va, puisqu'il est portée 2, je ne me rappelle pas, hop, on va plutôt se mettre là, pour être à portée 2, mais pas portée 1. Alors je vais le vérifier avec le petit mètre. Voilà, on est à plus de 1, mais moins de 2. Pourquoi je fais ça? Parce que, du coup, mon adversaire a une arme qui n'est que portée 1, c'est-à-dire que s'il veut riposter au tour suivant, il va falloir d'abord qu'il fasse un déplacement et donc cramer une action avant de pouvoir me taper. C'est-à-dire que moi, je serai toujours là à 2. Très bien. Donc, je reviens sur le profil de l'Akhelian King. On a 4 attaques. Super. 4 attaques de force 5. Dégâts 2 en normal, 5 en critique. Donc force 5, l'adversaire a une endurance de 4, il me faut 3 ou plus pour réussir à blesser. Ok, c'est parti. Je ne vais pas encore claquer d'aptitude à ce moment-là, ou de réaction. Voilà. Allez, hop, je jette les dés, il me faut 3 ou plus. C'est un jet de dés correct. J'ai une réussite critique et 2 réussites normales. Une réussite critique, c'est 5 points de vie, et 2 réussites normales, c'est 2 x 2, 4, 5 plus 4, ça fait 9. Mon vampire ici a perdu 9 points de vie. Il lui en reste 20 moins 9, 11. On le note. Autour d'un combattant vampire de s'activer, on va simplement activer notre héros là, qui voit son patron en train d'essayer de se faire tataner par le méchant Akhelian King présent. Donc on va faire une action un peu cinématique ici. On va simplement courir, se jeter sur l'Akhelian King pour se mettre corps à corps contre lui et essayer de lui enlever quelques points de vie. On va toujours pas utiliser d'aptitudes. Malheureusement, les aptitudes des vampires se jouent surtout lorsqu'on a tué quelqu'un, quand on a des doubles. Donc, pour l'instant, je ne suis pas éligible. Et côté Idonette, on va ici, on s'est complètement activé, donc on ne pourra pas encore faire de réaction, puisque les 2 actions ont été dépensées ce tour-là. Alors allons-y, c'est parti. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va, je vais pas forcément mesurer, mais je pense qu'il y a 5. On va se jeter là, tac. Alors je vous ai pas présenté les règles de chute, mais ce qui se passe là, c'est qu'on devrait jeter un dé. Bon, je vais le faire. On devrait jeter un dé. Sur un 1 ou 2, il se passe un truc pas bien, 3 même. Sur un 4+, il se passe rien. Sur un 3, de mémoire, je perds un point de vie. Et sur un 1, j'en perdais 2 ou 3, je ne sais plus. Bref. Je vais perdre un point de vie dans la chute. Et derrière, je vais pouvoir faire en deuxième action une attaque. Alors, ce garçon-là, il tape à portée 2. Il a 2 attaques. Donc, 2 attaques. De force 5, il est plutôt costaud. Dégâts 2, 5 en critique. Force 5, endurance combien pour le King? Endurance. 4 pour le King. Voilà, donc j'ai 2 attaques qui vont blesser à 3+, c'est parti. Hop. Ben, c'est un 1 et un 2, c'est raté. Il n'aura pas réussi à sauver son patron. Le guerrier est complètement activé. Autour des Idonettes, il reste un archer. Allez, cet archer-là, Idonette, va jouer.
Il est à un peu moins de 3, donc il ne peut pas utiliser son arc. Pour rappel, son arc, il fallait être à moins plus de 3 et à moins de 15 pour pouvoir l'utiliser. Et il est à plus de 1 pour utiliser son arme de corps à corps, donc il est un petit peu coincé, il va devoir faire un mouvement. Alors ce n'est pas un désengagement, puisqu'il n'est pas effectivement au corps à corps. Être au corps à corps, c'est être à un pas d'un ennemi. Donc il n'a pas besoin de faire de mouvement de désengagement, il peut utiliser son mouvement entier, mais il va quand même falloir qu'il fasse un mouvement avant de décocher des flèches. Alors, on va faire un mouvement, effectivement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, au lieu d'aller taper cet homme de main-là, qui n'a perdu qu'un PV, on va faire un mouvement, se mettre hors de portée de l'obstacle, et tirer sur le chef là-bas. Hop. On se rappelle que l'arc, c'est 2 tirs de force 3. 2 tirs de force 3. Et que notre chef est endurance 4. Il faut donc du 5+. Du 5+. J'ai un 6 et un 1. Donc le 1 est un échec. Le 6 est une réussite critique. Et pour un critique, on prend 3 points de vie. Le chef là-bas, vampire, a encore perdu 3 points de vie. Il en avait 20, il en a perdu 12. Il ne reste plus que 8. J'enchaîne tout de suite. Je placerai le token après. J'enchaîne tout de suite avec ici le chef. Le chef, donc, il va simplement bouger et tataner. Et je vais utiliser aussi une aptitude. On va donc faire simplement en première action un mouvement pour venir se mettre au corps à corps de la Killian King. On va utiliser une aptitude, parce que l'objectif de la démo, c'est quand même d'utiliser le maximum de choses. On va utiliser son double 3 pour utiliser une aptitude universelle qui me permet d'avoir plus une attaque. Alors, pour être précis, cette aptitude s'appelle Assaut. Pour un double, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée de ce combattant jusqu'à la fin de son activation. Donc j'aurai une attaque supplémentaire. Comment on se lit ce profil? On a donc à portée 1, 3 attaques qui vont être 4, de force 6, et qui font assez mal, puisque 4 dégâts en nominal et 6 en critique. Donc de force 6, le King a une endurance de 4, on se rappelle, je le refais, endurance de 4, c'est donc du 3 au plus. Alors, je n'ai malheureusement pas de réaction à montrer ici. J'aurais pu, s'il m'était resté des actions, je n'en ai plus, utiliser une réaction de riposte par exemple ici. Mais si j'avais utilisé une riposte, les 1 et les 2 auraient coûté des points de vie à l'attaquant par exemple. Mais j'aurais du coup utilisé une de mes actions pour ça. Bon, là je ne peux pas le faire, de toute façon j'ai déjà cramé toutes mes actions. On va arriver à la fin de la démo, et tant pis, mais vous avez compris le principe des réactions. Alors allons-y, on joue la deuxième action du chef vampire ici. 3 attaques qui passent à 4 grâce à mon aptitude, mon double. Allons-y, c'est du 3 ou plus. Il n'y a pas de critique malheureusement, il y a un échec. Il y en a quand même 3 qui passent. On se rappelle que c'était pour 4 dégâts. Je vais donc infliger la bagatelle de 12 dégâts d'un seul coup à la Killian King. La Killian King, il a combien de PV? Eh ben il en a 35. Autant vous dire qu'il n'est pas près d'être mort. Mais bon, 12 quand même. Hop, on le note. J'ai joué toutes les figurines des 2 bandes. On va donc pouvoir passer au tour suivant. On va donc reprendre nos dés d'initiative, relancer les 6 dés, revoir qui a l'initiative grâce à aux combinaisons de double, de triple et de simple, du quadruple, et repartir dardard pour se tataner en fait. Hein. Voilà les amis, la démo est terminée. Vous en voulez plus? C'est simple, jouez. Si ça vous a plu, vous prenez vos bandes, vous jouez, il faut lire les règles. Lisez quand même les règles parce que je pense que cette vidéo ne sera pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir appréhender à fond le jeu. Ça vous donne envie, peut-être une bonne base, mais il faut quand même lire les règles. Il y a d'autres règles que j'ai pas abordées, notamment les règles de chute. Il y a les règles d'autres façons de jouer, parce que là je vous ai présenté un peu la partie chill avec le tirage random des scénarios. Vous pouvez avoir un jeu vraiment très typé jeu égal, verrouillé, vraiment pour pouvoir avoir un maximum d'équité. Hein. Voilà, il y a d'autres règles, notamment les terrains. Je vous ai pas parlé des terrains fatals, par exemple. Le terrain fatal qui va vous infliger des dégâts quand vous tombez dedans ou quand vous escaladez mal les choses. Je vous mets de toute façon quelques liens dans la description. Voilà, comme ça vous pouvez aller voir les ressources qu'il y a sur ce jeu-là.
De mon point de vue, Warcry est un super jeu. Il est assez simple, mais il est pas simpliste. Il a une autre jouabilité, parce que on va avoir tout l'ensemble des scénarios, donc on a quand même un sac à paquet de cartes et on va pouvoir faire la combinaison entre trois. Donc, je suis pas très fort en maths, mais la multiplication de tout ça fait qu'on a quand même un certain nombre de scénarios possibles. On a l'éditeur qui a l'air d'avoir envie de suivre le jeu. Là, c'est déjà la V2, et puis il y a toujours des bandes qui sortent. Tenez, là par exemple, je tourne, on est le 5 septembre 2023, on a eu la Nova hier qui nous présentait une nouvelle boîte de base avec les futurs cannibales Ogre contre des presque réfrigérateurs, on peut appeler ça comme ça. C'est pas loin de ce que se faisait à Mordheim à l'époque. Voilà, donc l'éditeur suit le jeu, les parties sont rapides, c'est intéressant, on peut jouer sur une pause entre midi et deux. Voilà, donc les parties sont vraiment nerveuses, rapides, amusantes, c'est vraiment cool comme jeu. Franchement, il n'y a pas d'erreur dans ce jeu-là, c'est très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, c'est cool, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de vous abonner pour voir les prochaines, pas forcément besoin de vous abonner pour voir les prochaines, mais si vous avez envie d'avoir la petite notif qui va bien parce que vous avez envie de voir la suite, eh ben, abonnez-vous. Voilà, si vous en avez envie. Et puis voilà, puis je vous dis, à bientôt pour une partie de Warcry ou autre. Salut les Wargamers! Donc on va pas forcément putain, mais je dis 3 fois la même chose quoi. Alors Warcry c'est quoi? Warcry c'est un wargame, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue avec des petites figurines. Donc Warcry, on n'a pas Merci. Warcry se situe dans l'univers. Arrête avec tes doigts là. Warcry se situe dans l'univers d'Age of Sigmar. Merci. Ce qui est bien dans une boîte de démarrage comme celle-ci, c'est que il y a tout dedans. C'est-à-dire que vous avez vos deux bandes. Ah, il vous manque juste le pote. Hein. Putain de mouche. J'espère qu'on la voit pas. Merci.